Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce 20h, la visite d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mali. Une journée marquée par une série de rencontres avec les autorités de la transition, des échanges et informations qui ont permis aux représentants de la communauté internationale de mieux comprendre la situation que traverse le Mali. Également dans cette édition, nous parlerons de la refondation de l'État malien. Les citoyens s'expriment sur la question et affichent leurs priorités. Mais où en sommes-nous avec les préparatifs des assises sur les ANR? Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, est l'invité de ce 20h. Il nous répondra. Nous irons à Tombouctou à la rencontre de Baba Najim, un arboriculteur exceptionnel. Son combat au quotidien, faire face à la désertification. Il est convaincu qu'il est bien possible de reverdir le désert. Chronique culture et société à ne pas manquer avec Alpha Maïga. Caméra ce soir sur les valeurs culturelles de l'arachide. Dans la société malinké, par exemple, elle sert notamment à transmettre des messages et des codes. Rendez-vous en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore une fois et bienvenue dans cette édition. L'actualité au Mali, c'est la visite de travail d'une mission de 48 heures du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son agenda, une série de rencontres ce dimanche avec le gouvernement, les partenaires et autres acteurs impliqués dans la gestion de la crise au Mali. En début d'après-midi, la délégation a été reçue par le président de la transition. Elle a notamment fait le point de la mission au chef de l'État, Khalifa Nama Traoré. Une véritable séance de travail, d'explication et d'écoute à Koulouba sur la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. Plus d'une heure d'entretien entre la partie malienne, avec à sa tête le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Le maître mot est sans nul doute la lutte contre le terrorisme au Mali et dans toute la région du Sahel. Le colonel Assimi Goïta a tenu à rassurer ses hôtes sur l'engagement constant des autorités de notre pays à mener le combat contre l'insécurité. Des échanges appréciés par les émissaires onusiens. We met with His Excellency the President of the Transition and had a very frank and Nous avons eu des discussions franches et honnêtes sur les défis auxquels le Mali est confronté. Le président a été clair sur les attentes des Maliens vis-à-vis du Conseil de sécurité. À notre retour à New York, nous verrons comment prendre tout cela en compte et comment nous pouvons assister très prochainement le Mali. Il a été surtout question de lutte contre le terrorisme et de l'insécurité, la collaboration avec la MINUSMA. On a discuté également des assises nationales de la refondation au cours desquelles les Maliens discuteront des réformes politiques. On est venu pour parler avec Monsieur le Président, le gouvernement et toute la société civile pour mieux comprendre les défis qui nous sommes tous en face, en particulier Mali, l'Irlande. On a des soldats d'Irlande qui sont ici avec vous en Mali. On a une empathie et une connexion de cœur avec Mali. Tout ce que le gouvernement et le président sont en train de faire en tant que transition. Et on a souligné l'importance aussi des élections qui vont venir. La représentante permanente de la Fédération des Russies a loué l'excellence des relations entre Moscou et Bamako. Anna Yevstinyeva estime que les membres du Conseil feront une bonne lecture de la situation au Mali. Очень интересная, откровенная и, как представляется, продуктивная беседа с президентом Гойтой. On a eu une rencontre fructueuse et intéressante avec le président Goïta. Il a eu l'occasion d'expliquer aux membres du Conseil de sécurité la situation réelle qui prévaut au Mali, notamment dans le domaine de la sécurité. Le problème essentiel est la lutte contre le terrorisme, un combat dans lequel le gouvernement malien est engagé et sollicite le soutien de la communauté internationale. J'ai eu une bonne impression et j'espère que les membres du Conseil de la sécurité ont été édifiés et feront certainement de bonnes délibérations permettant de soutenir le Mali.
Pour sa part, la Russie entretient de très bonnes relations d'amitié avec le Mali. Nous allons consolider cette coopération bilatérale, notamment dans les domaines techniques et militaires. Les membres du Conseil de sécurité sont donc mieux armés en termes d'informations fiables sur le Mali. À eux d'en tirer de bonnes leçons pour des partenariats plus viables. Avant Koulouba, la mission était à la primature pour une séance de travail avec le chef du gouvernement. Occasion pour le Premier ministre de tenter de convaincre la délégation onusienne à comprendre la situation particulière du Mali. Choguel Kokala Maïga a surtout insisté sur les efforts en cours pour conduire le pays vers des élections crédibles et transparentes. Pour cela, la sécurité et certaines réformes politiques s'imposent. Foussédi Tunkara. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies dépêchée dans notre pays pour 48 heures à l'écoute du gouvernement de transition. L'exercice est mené par le chef de gouvernement, appuyé par une dizaine de ses ministres. À la délégation onusienne, les membres du gouvernement ont d'abord expliqué les origines du changement intervenu le 18 août 2020. Aujourd'hui, la légitimité du gouvernement de transition réside essentiellement dans la mise en œuvre des revendications que le peuple portait pendant l'insurrection. Ces revendications, c'est quoi? C'est la lutte contre l'impunité et la corruption qui sont à la base de l'effritement, de la déliquescence et de la faillite de l'État malien. La durée de la transition, une question qui suscite aujourd'hui de réels débats, a été aussi abordée. Nous avons rappelé au Conseil de sécurité qu'en 2013, à l'intervention de l'aménagement et de la communauté internationale, nous avions une insécurité résiduelle qui était dans l'extrême nord. Aujourd'hui, l'insécurité et le terrorisme a occupé pratiquement les 60 à 80% du territoire. Donc, les forces patriotiques qui sont à la tête de l'État aujourd'hui n'ont d'autre agenda que celui du redressement du Mali, de faire les réformes nécessaires dans un contexte stabilisé et aller aux élections avant de mettre en place des institutions stables qui vont conduire le pays à partir des réformes qui ont été faites. Des questions venant de la partie onusienne, on note cette fameuse affaire dite Wagner. Sur la question, le chef du gouvernement dit avoir été clair. Nous sommes un État souverain. La sécurité des citoyens d'un pays, c'est le principal élément de légitimation d'un pouvoir. Et donc notre objectif, c'est de nous donner les moyens de sécuriser notre population auprès des partenaires de plusieurs, parmi lesquels la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, lorsque nous ne pouvons pas acquérir des armements ailleurs, parce que soit ceux qui sont chargés d'acheter ces armements ont détourné l'argent, soit parce qu'on nous bloque suivant divers artifices, eh bien nous nous tournons vers tous les partenaires qui peuvent nous aider. Pas seulement la Russie, nous avons été très clairs. Tous les pays qui sont dans de bonnes dispositions à coopérer avec le Mali sont les bienvenus. Pour la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'heure n'est pas à une prise de décision. Elle se réjouit de la qualité des échanges. Nous avons été particulièrement heureux d'entendre un certain nombre de vérités et d'explications de la bouche du chef du gouvernement, appuyé en cela par les membres du gouvernement. Donc je pense que la meilleure façon de rapprocher les positions du Mali d'avec celles de la communauté internationale, c'est à travers le dialogue. Donc nous partons véritablement assurés, impressionnés par les arguments que le Premier ministre nous a donnés. Et je pense que dans l'examen de la situation du Mali, le fait que l'ensemble des membres du Conseil de sécurité soient venus ici aura un impact positif lorsqu'on discutera de cette question au Conseil de sécurité. Cette rencontre d'échange était élargie à la MINUSMA ainsi que d'autres partenaires du Mali. Elle coïncide avec la Journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre. Autre temps fort de ce séjour de la délégation onusienne au Mali, l'hommage au casque bleu tombé pour la paix au Mali. Une cérémonie suivie d'un point de presse pour faire le point de cette visite à Bamako. On en sait davantage avec Khadijatou Kone. Visite jugée très fructueuse de la délégation des Nations Unies après 48 heures intenses de rencontres avec les autorités, les acteurs politiques de la sécurité et de la société civile du Mali. Au cours de cette conférence de presse, la délégation affirme que les Nations Unies sont prêtes à aider le Mali pour une sortie de crise pour le bien-être des Maliens. Il est proposé de
de renforcer la MINUSMA, notamment pour lui donner une présence accrue dans la région du centre, qui est actuellement celle qui est la plus menacée par les groupes terroristes. Donc les Nations Unies sont prêtes à le faire en liaison avec les autorités maliennes. En rapport avec la rencontre avec le président de la transition, la délégation a révélé que les débats ont été francs. Elle est intervenue juste après la rencontre qu'on a eue avec le Premier ministre et des membres du gouvernement concernés par notre visite. Il n'y a eu aucune tension. Ça a été un débat à cœur ouvert, un débat franc, où les membres du Conseil ont eu à transmettre notre message et nous avons écouté très clairement les messages du président Goïta sur sa détermination à continuer la lutte contre le terrorisme, sur sa détermination à conduire un processus consultatif de la transition, mais une conviction également qui nous a exprimé que la transition n'est pas là pour perdurer, qu'il n'y a pas un agenda caché et que les Maliens iront aux élections aussitôt que les conditions seront réunies pour ce faire. Au sujet des réformes et de la sécurité préalable à l'organisation des élections crédibles, la délégation affirme qu'il faut respecter les engagements pris. Si nous accédons aux préoccupations des autorités maliennes et du peuple malien, très certainement à des besoins, à des impératifs de réforme, ces impératifs de réforme devraient aller avec la détermination d'un calendrier qui soit prévisible conformément aux décisions qui ont été prises par la CEDEAO pour que très rapidement le peuple malien choisisse démocratiquement et librement ses dirigeants. Et donc je pense que nous avons écouté les autorités maliennes dans leurs préoccupations et nous estimons également que ce message-là a passé. We have been able to listen to the transition authorities. Nous attendons la fin de la période de transition qui doit aboutir à la tenue d'élections. Nous sommes aussi attachés, bien entendu, à la mise en œuvre de l'accord de paix et à la stabilisation du centre du pays. Tels sont nos objectifs. En tant qu'Africains, je dirais par ailleurs que je comprends la lutte que mène le Mali, qui est une lutte non seulement pour le pays, mais pour l'ensemble du continent africain. Au-delà du soutien qu'elle est venue apporter au Mali, la délégation onusienne pense que la meilleure transition est la transition la plus courte. Auparavant, la mission onusienne a déposé une gerbe de fleurs au mémorial de la MINUSMA pour rendre hommage à tous les casques bleus tombés au Mali. Cette visite au Mali du Conseil de sécurité de l'ONU intervient au moment où se déroulent à travers le pays les travaux des commissions chargées de la révision des listes électorales. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est dans la région de Ségou pour s'enquérir du déroulement des opérations. Son constat dans ce reportage signé Kandesila. À Konobougou, première étape de la visite du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, les travaux de la commission chargée de la révision des listes électorales sont en cours. Sur un total de 18 867 électeurs inscrits sur la liste, nous avons fait la radiation de 173 hommes et 90 femmes. En termes de transfert, nous avons fait 24. Les travaux se déroulent chaque jour de 9h à 13h. Cette année, nous faisons face à une difficulté majeure qui demeure la non prise en compte des électeurs du village de Bayabougou. En plus de ça, il y a une autre difficulté d'ordre général. Ça, c'est la non parvenue des tableaux de validation. Ici, comme au niveau de la mairie de la commune urbaine de Ségou et celle rurale de Pelengana, les mêmes opérations se déroulent normalement malgré quelques contraintes. Je pense qu'objectivement, nous devons considérer l'insécurité comme étant un cas de force majeure qui entrave la bonne organisation de cette révision annuelle des listes électorales. Pas que l'activité électorale, nous savons, l'insécurité a d'autres impacts sur la vie de notre nation. En tout cas, concernant les élections, en plus du faible engouement, nous notons également la difficulté de gestion des déplacés internes. Nous savons, nous sommes dans la région de Ségou, il y a beaucoup de déplacés internes qui viennent des régions de Mopti, par exemple. Fort heureusement,
La montée en puissance de nos forces armées constitue un espoir. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'initiatives en cours dans le cadre de cette transition. Je pense aux assises nationales de la refondation, je pense également aux réformes politiques et institutionnelles. Mais je pense qu'à terme, ce qu'il nous faut, c'est vraiment la participation. Il faut du civisme pour accompagner les autorités de la transition, afin que les objectifs que nous nous sommes fixés soient réellement atteints pour le bonheur du Mali et des Maliens. Cette visite du ministre Abdoulaye Maïga a pris fin par la rencontre avec les notabilités de Ségou. En toile de fond, la réussite de la transition et le retour de la paix au Mali. On en vient à l'invité de ce 20h week-end. Je vous l'annonçais dans les titres, Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Ibrahim. Merci de répondre à notre invitation. D'abord, une réaction à cette visite de la délégation onusienne au Mali. Et vous avez quel sentiment après les échanges pendant 48 heures avec cette délégation? C'est une délégation qui a beaucoup insisté quand même sur un calendrier. Oui, j'ai un sentiment de grande satisfaction parce que j'ai rencontré sous justement le leadership du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, avec mes collègues du gouvernement, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies très attentive, venue s'enquérir de l'état d'avancement des actions prioritaires et de la transition en cours. Et je pense que c'est une oreille attentive qu'on a vue et des gens qui cherchent à comprendre le substrat de la crise et des actions qu'on est en train de mener. Vous pensez que vous avez été entendu et compris? Absolument, nous pensons que nous avons été entendus. Monsieur le ministre, parlons des préparatifs des assises nationales de la refondation. La raison de votre présence sur notre plateau ce soir, le président de la transition va installer mardi prochain les membres du panel des hautes personnalités chargées de conduire les travaux de ces assises. Et jeudi, ce sera le Premier ministre qui, à son tour, va installer les membres de la commission d'organisation de ces assises. Quelles sont, monsieur le ministre, les missions assignées au panel et à la commission d'organisation, très concrètement? Très rapidement, le challenge de ces assises nationales de la refondation, c'est le consensus national. Alors, nous savons qu'il y a quelques résistances au niveau national. C'est pour cela on va parler de consensus tout à l'heure. C'est pour cela que les autres autorités ont à cœur d'aller à la recherche de ce consensus à travers des personnalités suffisamment consensuelles, d'accord, qui n'ont pas de couleur politique prononcée et qui puissent parler à chacun. C'est cela le sens. Donc, ils vont à la recherche de ce consensus pour permettre d'organiser ces assises. Donc, le panel de hautes personnalités, en concomitance avec la Commission nationale d'organisation, vont prendre en charge l'organisation scientifique, matérielle et logistique donc, de ces assises, pour que ce ne soit pas le gouvernement qui se mettra en ce moment en retrait pour que ces panels de hautes personnalités et les membres de la Commission nationale d'organisation prennent en charge justement ces paramètres. Je reviens vers vous tout à l'heure, juste le temps de vous dire que nous avons tendu notre micro à certains citoyens à Bamako, à Kaïsikasso et à Tombouctou, en leur demandant que faut-il pour refonder l'État malien. C'est un vox pop réalisé par Boubacar Bablé Touré en collaboration avec nos stations régionales concernées. Suivons. La refondation, c'est très bien. La sécurité, surtout. L'assise est très bien. C'est pour connaître l'opinion de tout le monde. Ce pays a un problème de communication. Et donc s'il y a eu des assises, c'est normal que les gens disent ce qui sont au fond d'eux-mêmes. Ce que je peux proposer, de laisser encore un peu du temps aux militaires, de conduire un peu avec les nouveaux gouvernements. Il faut que tous les Maliens se donnent la main, à vrai dire, et donner un peu de temps à cette transition. Et puis revoir le système éducatif du Mali, surtout la corruption. Je peux dire qu'il n'y a plus de sécurité au Mali. La refondation du Mali, c'est très nécessaire. Il faut essayer de voir le parcours
de la politique malienne, tout ce qui ne va pas. C'est ça, moi je crois, refondation. Ça touche, je peux dire, ça touche pratiquement à tous les niveaux, mais moi pratiquement, je m'appuie beaucoup sur le domaine sécuritaire. Le Mali nouveau, c'est une bonne idée. Si les gens arrivent à comprendre, chacun doit faire son devoir. Pour que le Mali là soit un Mali nouveau, chacun doit faire son devoir. Et respecter tout le monde. Les assises là, on doit les faire obligatoirement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à notre constitution. Donc s'il y a des assises qui doivent venir pour vraiment édifier, éclairer les Maliens, vraiment nous sommes très d'accord pour les assises nationales. Il faut réformer le système même électoral. Il est très mauvais. Pour la refondation, moi je pense d'abord qu'il faut commencer par le domaine sécuritaire. Il faut assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Et après cela, le problème que je vois aujourd'hui, c'est le problème scolaire. Il faut que l'État trouve les moyens nécessaires pour que l'école malienne puisse être une vraie école. Dans le domaine de la justice, il faut que la justice aussi s'active beaucoup, qu'il fasse les jugements comme il le faut. Ce sont ces 3 points que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour refonder, c'est quand les gens comprendront la nécessité de construire un État. C'est une interpellation pour chacun. Ce qu'il faut, c'est aussi l'inclusivité. Il faut que les autorités en charge d'aller vers la refondation comprennent que le Mali nous appartient tous, c'est notre héritage commun. Il faut que la femme soit activement présente, qu'elle participe massivement, en tout cas au niveau des rencontres de la refondation, pour qu'elle partage les idées qu'elles ont et qui sont les meilleures idées. Monsieur le ministre, vous venez d'entendre certains de vos concitoyens et on a l'impression que tout est à refonder. Allez-vous tout refonder au Mali? Tout est à refonder, c'est une nécessité absolue. N'oublions pas que... Vous allez refonder tout durant cette transition? La refondation, ce n'est qu'un processus. Okay. Ce n'est qu'un processus et de longue haleine, qui peut prendre 5, 10, 15, 30 ans. Pourquoi pas? En fait, n'oublions pas que notre État est atteint dans tous ses compartiments. Depuis 2012 à aujourd'hui, vous savez que l'État n'arrive même pas à assurer ce rôle régalien de défense, de sécurité, de protection des personnes et des biens, mais aussi, comment on appelle ça, l'unité nationale est remise en cause, l'intégrité du territoire national, la souveraineté, tout cela, l'école, la santé, les services sociaux de base, tout cela est atteint. Donc il va falloir juste refondre le point de tout ça et faire le schéma ensemble avec tous les Maliens pour s'entendre sur notre nouveau système de gouvernance, notre nouveau système étatique et aller progressivement à une mise en œuvre. Ce n'est qu'un processus. Très bien. Et monsieur le ministre, pour cela, il faut un réel consensus à ce jour, au moment où je vous parle. Est-ce qu'il y a réellement un consensus pour aller vers ces assises nationales de refondation? Oui, c'est pour cela le panel de haute personnalité, la Commission nationale d'organisation ont été mis en place. Sinon, on pouvait aller ensemble sans avoir besoin de ces outils. Mais aujourd'hui, ce consensus, nous sommes à sa recherche de façon intégrale, de façon soutenue, parce que nous démarchons toutes les forces politiques, celles qui résistent et celles qui sont acquises déjà à la cause, pour que les uns et les autres comprennent ce nouveau concept. C'est un nouveau concept parce qu'il s'agit de penser notre avenir ensemble. Et ça, c'est avec tous les Maliens que ça se fera. Justement, vous me permettez de vous citer une fois dans une de vos interviews, vous disiez il y a toute réforme doit passer impérativement par un consensus, alors qu'il y a des partis à ce jour, notamment ceux de l'ancienne majorité, qui avaient décidé de boycotter ces assises. Êtes-vous parvenu à les convaincre aujourd'hui? Je pense que ceux qui résistaient, le nombre est en train de se réduire considérablement aujourd'hui, parce que nous n'avons montré que le Mali aux uns et aux autres. Nous avons ce Mali en commun, nous devons donc construire quelque chose de solide pour les générations à venir. En fait, vous savez, nous avons la particularité dans notre transition que les forces du changement n'ont pas seule voix au chapitre. Même les forces contraires ont voix au chapitre. Mais ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est que les uns et les autres puissent comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est l'existence même de notre patrie en tant qu'État.
de notre nation qui est en jeu. Et je pense qu'en le montrant sous cet angle, tout le monde devrait se mettre autour de la table. Ce qui nous a pris d'ailleurs tout ce temps, c'est la recherche du consensus. Sinon, on serait déjà allé à ce processus de refondation parce que nous avons compris les enjeux et les objectifs stratégiques qu'on s'est fixés dans le cadre de la vision de la refondation. Autre sujet qui nécessite un large consensus, c'est celui portant la création de l'organe unique de gestion des élections. La question suscite toujours débat, monsieur le ministre. Le débat porte surtout sur le délai de faisabilité. Mais là, on a dit c'est faisable parce qu'on n'a pas d'autres alternatives que cela. Et il y a un consensus, une unanimité autour de l'organe unique de gestion des élections. Qu'avez-vous proposé concrètement la table ronde qui s'est tenue les 24, 25 et 26 septembre a donné le format de façon consensuelle de l'organe unique de gestion des élections. Mais le débat n'est pas encore fini. Il y a les représentants de toutes les forces politiques et sociales qui doivent se retrouver sous la feuillure justement des panels de haute personnalité pour justement donner un contenu précis. C'est-à-dire, il y a un draft 0 d'un avant-projet de loi qui est en cours d'élaboration entre des experts. C'est ce draft 0 qui va être soumis aux forces politiques sociales pour qu'elles s'y prononcent et donner un contenu définitif à cet organe qui va passer par les procédures constitutionnelles d'adoption de la loi électorale et créer l'organe unique de gestion des élections qui, une fois mis en place, va prendre en charge le processus électoral pour tenir les échéances électorales à venir. Parlant de l'agenda électoral, vous avez précisé que le chronogramme final va être établi par les Maliens à l'issue des assises. Cela veut dire qu'il y aura un nouveau chronogramme, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? N'oublions pas que le chronogramme initial qui avait été annoncé en avril dernier a été annoncé sans consensus, parce qu'aucune force politique et sociale n'avait été consultée. Alors, donc ce chronogramme est caduc. Ce chronogramme, jusqu'à preuve du contraire, tient, mais est caduc parce que aucun élément concret n'a pu être tenu. Okay. Parce que simplement, il y a ce qui importe, c'est ce qu'il y a à faire pour tenir les élections. Et là, nous avons dit, il faut un organe unique de gestion des élections, mais il y a aussi les instruments de travail qui sont le fichier électoral qui doivent être consensuellement revus et tous les autres aspects des élections, c'est-à-dire le système électoral qui va être suivi par rapport à tel ou tel type d'élection, mais aussi les instruments permettant d'organiser les élections. Tout cela doit être fait de façon consensuelle. Maintenant, il y a aussi un élément important de l'élection, c'est les circonscriptions électorales qui sont liées à la réorganisation territoriale. Mais il y a aussi le contenu de la révision constitutionnelle qui doit sortir des assises nationales de la refondation. Mais il y a aussi ce qui a été dit, c'est surtout la sécurité. L'enjeu de la sécurité est primordial. Tant que ce n'est pas résolu, il n'y a pas lieu de penser qu'on pourrait organiser des élections libres, transparentes, crédibles et acceptées par tous. Monsieur le ministre, une dernière question. Vous êtes au cœur de l'action gouvernementale aujourd'hui, donc mieux placé pour savoir combien de temps vous avez besoin pour organiser des élections crédibles au Mali aujourd'hui. Il vous faut combien de temps? Pour organiser des élections, il faudrait que les paramètres permettant de les tenir soient maîtrisés. Et les assises nationales de la refondation... Vous n'avez pas répondu à ma question, je dis combien de temps, monsieur le ministre? Combien de temps, je ne saurais le dire parce que c'est le peuple malien qui doit décider de cela à l'issue des assises. Maintenant, il y a un aspect important que je voudrais quand même toucher, c'est par rapport au chronogramme prévisionnel qui a été décliné pour tenir les assises nationales. Malencontreusement, il y a la semaine du 20 au 26 décembre qui fait débat. Alors que c'est sans considération aucune. En fait, ce sont des périodes hebdomadaires sur lesquelles sont calqués les processus de tenue des assises nationales. Prenez par exemple, la table ronde était prévue dans la semaine du 20 au 26 septembre. Elle s'est tenue effectivement les 24, 25 et 26 septembre. Le point de presse du présidium de la table ronde était prévu dans la semaine du 4 au 10 octobre. Ça s'est tenu le 7. Maintenant,
le jour précis de tenue des assises, c'est peut-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, on aura fini. Et peut-être donc du 20 au 23, peut-être que ça va se tenir. Mais c'est des périodes hebdomadaires qui ont été prévues et c'est pour cela que c'est tombé mal encore. Mais nous présentons toutes nos excuses pour avoir heurté justement la sensibilité de notre communauté chrétienne, mais c'est sans vraiment arrière-pensée qu'il puisse y avoir justement cette coïncidence. Ce n'est que pure coïncidence. Sinon, nous ne pouvons pas. Et d'ailleurs, il y a tout le processus qui continue et qui tombe, qui contient le Mawloud, baptême comme naissance, mais ces jours précis de fête ne seront pas des jours d'activité. Merci, monsieur le ministre. Bien. Merci, tout est bien compris. En tout cas, on aura l'occasion de vous retrouver pour d'autres informations, pour d'autres développements sur ces assises nationales. Encore une fois, merci d'être passé par là. C'est moi qui vous remercie. Également, dans l'actualité, le président de la transition qui poursuit ses actions sociales. Hier, 10 appareils de dialyse ont été remis à l'hôpital du Point G. La structure a bénéficié aussi d'un forage, ainsi que le quartier Kati Koko. Le reportage est signé Jacqueline Dako. L'accès à l'eau potable et aux soins de santé est une préoccupation majeure du président de la transition. Kati Koko Plateau vient rallonger la liste des localités à avoir leur forage grâce à la volonté des plus hautes autorités. L'œuvre du président de la transition vise à soulager les habitants du secteur en matière d'eau potable. Les châteaux d'eau est remis officiellement aux populations par le conseiller spécial du président. On ne pensait pas vraiment à un acte de ce genre. Nous sommes comme les Déjois. On ne sait pas ce qu'on peut dire. Et Inch'Allah, bon usage en sera fait. Après Kati Koko Plateau, c'est sous une pluie fine que l'hôpital du Point-G s'est vu offrir officiellement un forage et des appareils de dialyse pour atténuer la souffrance des malades. Vous voyez tous ces malades qui, depuis un certain temps, souffrent le martyre, qui ont eu la malchance de contracter une maladie qui est l'insuffisance rénale chronique, dont le seul traitement aujourd'hui dans les conditions actuelles du Mali est la dialyse. Et pour faire la dialyse, il faut avoir des appareils. Et je pense que le chef de l'État, le ministre de la Santé ont compris ce message et c'est ça qui justifie ce don d'un château d'eau pour alimenter la dialyse, des générateurs et des intrants pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces malades. Je ne suis pas surpris. Nous nous attendons à cela. Depuis qu'on lui a demandé ça, nous savons qu'il allait s'exécuter. Donc au nom de tous les malades dialysés et aux miens propres, je lui adresse mes sincères remerciements. Ces œuvres sont un véritable ouf de soulagement pour les populations bénéficiaires. Le mois de la solidarité va prendre fin, mais les œuvres sociales du président de la transition vont continuer jusqu'à la fin de la transition. C'est pour cela qu'on a remis un premier forage à une mosquée à Kati et on vient de remettre un second forage ici à l'hôpital du Point G pour les patients du service de néphrologie pour la dialyse. Et en plus de ça, on a remis 10 générateurs de dialyse avec les consommables. Vous savez, comme on l'a toujours dit, le président a en cœur tous les Maliens et il veut que tous les Maliens sentent sa présence dans ces œuvres sociales. Selon le conseiller spécial du président, ces gestes de solidarité du président de la transition se poursuivront à travers tout le pays. Revenons à l'actualité concernant la refondation, les assises nationales de la refondation. Je reçois sur ce plateau à présent Khalifa Nama Traoré. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré. Avec vous, la liste du panel de hautes personnalités désignées pour la conduite de ces assises nationales et la commission nationale d'organisation. Voilà, et dans ce communiqué, on dit la désignation des membres du panel des hautes personnalités chargées de conduire les travaux des assises nationales de la refondation. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera à leur installation dans leur mission. C'est pour mardi à partir de 10h dans la salle des banquets de Koulouba. Il s'agit, président, Monsieur Zeni Moulay, membre Monsieur Seydou Idrissa Traoré, Madame Sanogo Aminata Malé, Madame Zouboy Fatoumata Diko, général de division Yamoussa Kamara, Madame Maïga Sina Damba, Monsieur Mohamed Alousseni Touré, Monsieur Mossadek Bali, Madame Marie-Madeleine Togo, Monsieur Mamadou Djamtani, Monsieur Baba Oldobey, Madame Diallo Fatimata Bintou Touré, Madame Bintou Sanankoua, Professeur Jean Bosco Konaré, Monsieur Bouraïma Alaï Touré, Monsieur Oumar Rakanouté, Monsieur Fousseini Togola, Maître Amadou Tchaoulé Diara, Maître Fatoumata Sidibé Diara,
Concernant d'autres désignations, la désignation des membres de la Commission nationale d'organisation chargée de la préparation technique et matérielle des travaux des Assises nationales de la refondation, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, lui procédera à leur installation dans leurs fonctions. C'est prévu pour le jeudi à partir de 16h30 au Centre international de conférence de Bamako. Président, M. Mamadou Hashim Koumaré. Membre, M. Aruna Nyang, M. Modibo Kadjoge, Général Bourlaï Kone, M. Sidi Mohamed Ishrach, Inspecteur général Hildebert Traoré, Maître Cheikhoumar Konare, Maître Abdourahman Ben Mamata Touré, M. Abdullah Koulibaly, Dr Alfousseni Diawara, Mme Doumbia Mama Kouate, Mme Sey Mariam Traoré, Mme Koumba Yaresi, M. Amadoun Ba, Maître Ilyas Touré, Mme Fatim Sidibé, Mme Maïga Oumoudamele, M. Abdelkader Maïga, M. Hina Mahamar Aïdara, M. Ousmane Sanogo, Mme Makalou Bintou Kone, Mme Sempara Assitan Keita, Dr Mamadi Sissoko, M. Karim Dramé, Madame Nana Sanou, Madame Traoré Oumoutouré, Madame Abibatou Maïga, M. Aïbala Oldahama, Colonel Karo Kone, M. Suleiman Kone et M. Bougouna Sogoba. Voilà Ibrahim Traoré. Merci beaucoup Khalifa Nama Traoré. La suite de cette édition avec le point de la maladie à coronavirus. Ce dimanche, les services de santé ont enregistré 39 nouveaux cas positifs. L'on note 4 guéris et 0 décès. À ce jour, 258 patients sont sous traitement. Un tour sur le théâtre des opérations à présent dans la région de Gao. Le commandant de la zone de défense numéro 1 est accompagné de plusieurs responsables militaires à la rencontre des troupes de l'Abezanga et à Ansongo. En amont de ce déplacement, des consultations et remises de médicaments ont été effectuées dans les centres de santé des localités visitées. On en sait plus avec Agali Aguissa. Le commandant de la zone de défense numéro 1 de Gao, accompagné du commandant du régiment de Gao, le commandant Ousmane Hanna Keita, vient de boucler une mission dans les postes de Labezanga et Ansongo, secteur numéro 1. Nous avons conduit ces 72 heures dans nos emprises de Labezanga et d'Ansongo pour montrer aux troupes que la hiérarchie est à leur côté conformément aux directives du chef d'état-major général et aux instructions du commandant du PCAT Centre et du PCAT Est. Nous avons galvanisé ces troupes. Nous leur avons fait comprendre que nous restons à leur côté, à leur écoute, pour leur apporter tous les soutiens dont ils ont besoin pour pouvoir poursuivre leur mission de tous les jours. La première étape de cette mission, élargie à la police, à la gendarmerie, à la protection civile et à la garde nationale, était le poste de Lebzanga à la frontière nigérienne. La population est très favorable à la présence des forces de sécurité. Quand vous n'avez pas un bon apport avec la population, ça ne sera pas du tout facile. La délégation s'est rendue au centre de santé communautaire de Labezanga où elle a effectué des consultations gratuites et des remises de médicaments et des enveloppes symboliques à la population. Comme à Lebezanga, le colonel Issa Bagayogo et sa délégation ont rendu visite aux autorités administratives et coutumières de la ville d'Ansongo. Deuxième étape de la mission. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit les grands chefs sur le terrain, étant donné que le premier responsable du secteur est l'opération Maliko. Donc vraiment, cette visite nous compte davantage. En un trimestre, plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés et autant d'armements et de munitions ont été récupérés. Ceci est un constat très probant et un résultat qui réconforte l'ensemble de la hiérarchie militaire. À ce titre, nous leur avons adressé nos sincères félicitations pour qu'ils redoublent d'efforts et de vigilance pour pouvoir contribuer davantage à la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'axe principal, la RN17. Le commandant de la zone de défense de Gao s'est également rendu au camp de l'aménagement avant de se recueillir sur les tombes des 2 policiers décédés sur l'axe Ansongo-Labezanga au cimetière d'Ansongo.
Le grand format de la rédaction. Ce soir, nous partons à la rencontre de Baba Najim. Il est engagé dans l'arboriculture dans la région de Tombouctou. Il lutte en sa manière contre la désertification. Dans son verger, vous allez le voir, il plante plusieurs espèces d'arbres venus du sud du pays. C'est un cas de réussite qui pourrait servir d'exemple. Idrissa Goulou Sissoko a visité son verger pour ORTM1, son reportage. Développer l'arboriculture en région de Tombouctou, c'est le rêve que caresse Baba Najim, ce retraité de l'INPS. Sur près de 3 hectares, beaucoup d'arbres sont plantés, entre autres la gomme arabique, le cocotier, le jujubier, les manguiers, les dattiers, les orangers, bref, toute une multitude d'arbres rares en zone désertique, comme pour défier le climat. Ces arbres ont créé un microclimat extraordinaire sur les 3 hectares. Moi, j'ai commencé cette histoire en 2002. Dans l'année, notre chiffre d'affaires va jusqu'à 600 000. Tant bien que nous ne vendons pas le gros. J'ai initié ça uniquement pour la population de Tombouctou, surtout en période du mois de carême. Tout le citron qui est vendu à Tombouctou, la population le sait, vient de chez moi. Dans le cadre de la diversification de ses activités, il entretient près de 3000 pondeuses pour alimenter le marché local en œufs frais toute l'année. Notre passionné de la terre a aussi des ruchers qui produisent un miel naturel. J'ai créé cette histoire pour montrer que tout ce qui peut se réaliser au sud peut se réaliser ici. La preuve en est que vous-même vous aviez constaté. Donc c'est une question de courage, de volonté. Sinon, toutes les fois que nous avons fait un arbre qu'on a amené du sud, quand on nous dit que ça ne marche pas, dès que ça ne marche pas, on reprend. Et nous avons fait plus de 2 ans dans ce système pour aider les arbres. C'est pour cela que nous avons créé ce microclimat que vous voyez. Le vent ne les dérange pas. La température est toujours ici, moins de 20 degrés. Mon exemple, à moi, il y a plus de 4 ou 5 personnes qui sont en train de prendre l'initiative à partir de moi pour faire des vergers. Et ils m'approchent aussi pour leur donner conseil, appui. En plus de contribuer à la fabrication d'aliments bétail, le moulin sert aussi à alléger les femmes du village de Daï. Il faut dire que pour ce travail, notre retraité emploie une quinzaine de personnes, dont 2 femmes chargées de l'écoulement des produits frais sur le marché. Je souhaiterais à chacun des Tombouctiens, et particulièrement ceux du Nord, de ne pas croiser les bras. Nous pouvons aider nos populations à partir de cet exemple qui est là. Je leur demanderai, ceux qui ont déjà commencé, qui ont pris le pas avec moi, bonne chance et beaucoup de courage. Puisqu'il ne faut pas, on ne peut pas mettre beaucoup de l'argent dans des types de ce genre et qu'on croise les bras pour attendre le ciel. Donc c'est ce message que je lance à la population de Tombouctou. Et je souhaiterais aussi que ceux qui sont du Nord, qui n'ont jamais vu ce verger, qu'ils viennent visiter. Le désert peut se reverdir à condition que l'on s'y mette et croire qu'on peut défier la nature. Fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Par ma voix, toute la rédaction et l'ORTM dans son ensemble vous souhaite une très bonne fête de Mawloud. Bonsoir.